Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale des rédactions des chaînes parlementaires. Une heure de direct pour revenir sur le premier tour des élections régionales et se projeter sur le second tour de dimanche prochain en compagnie de Sonia Mabrouk. Bonjour Myriam et merci. Avec nous de nombreux invités pour analyser, décortiquer, commenter tous ces résultats et leurs conséquences aujourd'hui. Avec nous sur ce plateau Daniel Vaillant. Bonjour, député socialiste de Paris et ancien ministre de l'Intérieur. Avec nous également Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député Nouveau Centre de Seine-Saint-Denis et on précise que vont nous rejoindre là sans plus tarder Roland Quérol, politologue, professeur à Sciences Po et également avec nous Frédéric Dabi, directeur des opinions du département Opinion chez l'IFOP. Alors Sonia, nous allons revenir bien sûr sur les images de la soirée, mais nous serons aussi en duplex avec nos reporters en région pour suivre les premières tractations entre les états-majors sur le terrain. Mais d'abord, les résultats au niveau national. Les socialistes devancent l'UMP, les Verts s'imposent comme la troisième force, le FN revient dans le jeu et la grande gagnante, c'est l'abstention. Lucie Nutin avec Katia Gilder. Socialistes, tous ensemble, socialistes. Carton rose pour ce premier tour des régionales 2010. Le Parti socialiste se pose comme la première force politique du pays. Il devance l'UMP qui réalise un score historiquement bas sous la Ve République. À la troisième place, Europe Écologie honore ses promesses, talonnées par le FN, particulièrement fort dans certaines régions. C'est le cas en PACA où Jean-Marie Le Pen remporte 20,3% des suffrages. C'est seulement 6 points de moins que l'UMP Thierry Mariani et que le président socialiste sortant Michel Vauzel. Les écologistes passent la barre des 10%. Autre fait marquant de la soirée, en Languedoc-Roussillon, Georges Frêche confirme sa popularité avec plus de 34%. Il est le seul candidat de gauche à se maintenir au second tour, écrasant la liste concurrente du PS menée par Hélène Mandroux et celle d'Europe Écologie. Mission accomplie pour Ségolène Royal au soir du premier tour. La présidente socialiste sortante arrive largement en tête dans son fief de Poitou-Charentes devant Dominique Bussereau. La bonne surprise pour la droite, c'est l'Île-de-France où Valérie Pécresse parvient à devancer Jean-Paul Huchon. En revanche, l'UMP voit ses espoirs de reconquête diminuer en Franche-Comté, en Champagne-Ardenne et dans la région centre, où Alain Joyandet, Jean-Luc Warsmann et Hervé Novelli seront confrontés à une triangulaire avec le FN. L'UMP reste en tête en Alsace, l'un de ses deux bastions avec la Corse. Philippe Richer creuse l'écart avec le PS, obtenant 35% des voix. Au niveau national, le grand perdant de la soirée, c'est le MoDem de François Bayrou qui n'atteint même pas la barre des 5%. Il n'y a qu'en Aquitaine où le MoDem est en capacité de se maintenir grâce aux 10,4% de la liste conduite par Jean Lassalle. Le nouveau parti anticapitaliste d'Olivier Besancenot enregistre lui aussi l'un de ses plus mauvais scores avec 1,8%, éclipsé par le Front de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Mais le chiffre de la soirée, c'est avant tout celui de l'abstention, 53%, un nouveau record pour ces élections. Moins d'un électeur sur deux s'est rendu aux urnes. Et l'abstention, on vient bien sûr beaucoup en parler aujourd'hui. On remercie d'abord deux de nos invités qui viennent de nous rejoindre. Roland Quérol, politologue, merci d'être là. Et Yves Cochet, député Vert de Paris, merci d'être là aussi. C'est donc une abstention record pour un scrutin régional. On en reviendra bien sûr avec nos invités. Un petit tour d'abord du côté des grandes déclarations politiques. Les ténors des différents partis hier soir ont fait la tournée des plateaux télé. Et dès ce matin, ils repartent en campagne bien sûr en appelant à la mobilisation. Tour d'horizon avec Aurélie Marciro. Premier ministre est parmi les premiers à s'exprimer. Face à la débâcle, François Fillon brandit le chiffre de l'abstention. La faible participation ne permet pas de tirer un enseignement national de ce scrutin. Contrairement à tous les pronostics, rien n'est donc joué pour le second tour dans de nombreuses régions françaises. Tout reste ouvert parce que les électeurs ne sont la propriété d'aucun parti. Les abstentionnistes, premier parti de France, et Martine Aubry à la tête, elle, du premier parti de gauche. Une fierté pour la première secrétaire qui, dans un discours offensif, appelle à amplifier le mouvement. Nous sommes aujourd'hui le premier parti de gauche. Nous devons
avoir la responsabilité de nous ouvrir à nos partenaires et effectivement de rassembler la gauche. Il faut amplifier le mouvement d'aujourd'hui, amplifier pour faire gagner la gauche rassemblée, la gauche sociale, la gauche républicaine, la gauche écologique. Voilà, pour une France plus juste, pour faire gagner l'espoir, nous vous attendons dimanche prochain. Les négociations vont commencer. Europe Écologie ne compte pas faire de la figuration. Le parti s'installe en 3e position, alors ses leaders demandent des places à la mesure de leur score. Nous allons, dès ce soir, travailler au rassemblement de la gauche et des écologistes pour battre les candidats de l'UMP dimanche prochain. C'est évident que c'est une priorité pour nous. Lui ne demandera rien à personne. Jean-Marie Le Pen exulte, son parti est de retour. Nous avons passé la barre des 10% et avons démontré au pays que nous sommes la 3e ou la 4e force politique du pays. Rien ne va plus en revanche pour François Bayrou. C'est une nouvelle claque pour le parti centriste. Son leader diagnostique une démocratie malade. L'état du pays a dépassé la cote d'alerte. Et bien sûr, c'est un mauvais jour pour nous. Il n'y a ce soir pour nous qu'une seule chose à dire. Facile ou difficile, peu importe. Il faut continuer le combat pour un autre projet de société, pour d'autres valeurs. Continuer, c'est également la mission de Xavier Bertrand, patron d'un parti en mauvaise posture et aux commandes de l'opération Relativisons. Vous savez, si on avait écouté chacun, on n'avait même pas besoin d'aller voter aux élections régionales. Et si on avait écouté justement les commentateurs, un certain nombre de sondeurs, on nous aurait dit qu'il y avait un écart énorme, paraît-il, entre le Parti socialiste et l'UMP. En fin de compte, tout va se jouer dans un mouchoir de poche. Et je ne laisserai pas les Français être privés d'un véritable second tour. Objectif pour tous dans les prochains jours, mobiliser pour confirmer ou faire mentir les chiffres de ce premier tour. Voilà, et nous vous le disions, pas de temps mort dans cette campagne. Dès ce matin, Jean-Paul Huchon était gare du Nord à Paris, le président socialiste sortant, tout sourire. Vous le voyez sur ces images, il ne s'est pas privé d'envoyer un petit message à sa rivale, Valérie Pécresse. On l'écoute. À force de dire que nous sommes des incapables et qu'on fait rien, vous voyez, ça, c'est la preuve qu'on a fait quelque chose. Donc, ce qu'on ait un débat un peu apaisé, c'est ça que j'ai envie de lui demander. Mais je crains malheureusement qu'elle n'en ait pas l'intention. Allez, retour sur le plateau avec nos invités. On va d'abord parler évidemment de ce score de l'abstention. On a déjà beaucoup parlé hier. Les différents partis se sont renvoyés la balle. La faute à qui, Roland Quérol? Est-ce que c'est pas la défaite des régions finalement? C'est ce que j'ai entendu toute la soirée, j'arrive pas à comprendre cet argument. J'ai entendu une soirée électorale comme on n'en faisait plus. Vous savez, jadis, au premier tour, ceux qui avaient pris une claque disaient « mais c'est rien, ça compte pas ce tour ». On était, Dieu merci, sortis de ça depuis quelques années. Les gens avaient pris l'habitude de reconnaître qu'il y avait des chiffres, qu'on les changerait au deuxième tour. Non, alors là, on est reparti. C'est le déni absolu de la réalité. Visiblement orchestré, ils sont venus, ils ont tous dit la même chose, toute la soirée, sur toutes les chaînes. Et ils ont dit quoi? On ne peut pas interpréter une élection où il y a tant d'abstention. Les dernières élections, c'était les européennes, vous vous rappelez, il y a un an. 59% d'abstention. C'est donc plus les mêmes, d'abstention, hein, les mêmes, plus encore d'abstention. Les mêmes ont plastronné toute la soirée partout en disant « on a gagné ». Ils n'ont pas dit « notre victoire est un peu assombrée ». Non. C'est un argument de pure circonstance et qui ne vaut rien. Laissez-moi ajouter ça. Faire comme si l'abstention était singulièrement de droite, c'est ne rien comprendre. L'abstention, c'est ne pas avoir travaillé sur cette abstention. Tout de même à ce niveau-là, la droite n'est pas à 70% en France. Elle n'est pas à 70%. L'abstention est autant à gauche qu'à droite hier. Tous les chiffres le montrent. Il faudrait que ces messieurs les regardent. À ce niveau-là, ça devient un message politique tout de même. Comment l'interpréter? D'abord, je partage ce qu'a dit Roland Quérol. Je le disais à Jean-Christophe Lagarde avant de revenir sur le plateau. Il y a une signification à cette abstention. Ce n'est pas les régions qui sont sanctionnées. Je dirais même que, compte tenu du score des présidents de région, c'est plutôt l'inverse. Les régions apparaissent comme un contrepoids à une action nationale qui est désavouée. L'abstention était déjà là en 2004. Moindre, certes, vous l'avez dit, aux européennes, elle était bien pire. Là, elle est forte, il y a donc une abstention supplémentaire, qui est une abstention de malaise, voire de colère. C'est une abstention, c'est un geste politique. Et je crois que le Premier ministre, s'adressant hier soir aux Français, disant mais tout ça n'a aucune importance et on va continuer comme avant et on ne tiendra pas compte de cette abstention et ces élections n'ont aucune signification, c'est d'une langue de bois. Et d'une faute, à mon avis, d'interprétation, ou alors il transmet le message que le président lui a demandé de transmettre. Mais il n'est pas dans le coup.
Yves Cochet, Jean-Christophe Lagarde, la même question. Aujourd'hui, on est au lendemain du premier tour des régionales. Quels arguments vous donnez aujourd'hui aux électeurs pour qu'ils aillent voter? Jean-Christophe Lagarde. D'abord, moi je suis pas langue de bois et j'ai dit les choses dès hier soir, pardon pour Monsieur Querol, ça va lui faire plaisir ce matin, mais il était sur d'autres chaînes sans doute, que contrairement d'ailleurs à ce que disait le Premier ministre, l'information de cette élection et les leçons de cette élection, c'est d'abord l'abstention, parce que ça veut dire, et là je suis en désaccord, qu'il y a de nombreuses personnes qui ont voulu effectivement dire qu'ils n'étaient pas contents, qu'ils souffrent de la crise, qu'ils trouvaient que le gouvernement n'y répondait pas forcément suffisamment et que dans les réformes il ne trouvait pas suffisamment d'équité, et cela, je pense, se retrouve quand même dans une large partie, non pas sur les 50% d'abstention, mais dans les 10 points de baisse de participation parmi des électeurs de la majorité qui ont voulu lancer un message au gouvernement. Et je pense qu'il faut que la majorité dise qu'elle entend ce message du premier tour. Comment mobiliser au second tour? Qu'est-ce que vous allez dire de nouveau que vous n'ayez dit au premier? J'y viens à l'instant. Mais c'est la première chose. Dans une élection, il y a deux phases. Et là, il y a un message politique qui est envoyé. Je trouve qu'effectivement, il faut l'entendre parce que c'est ce qui conduira la suite, entre guillemets, de la politique du gouvernement jusqu'à l'échéance de 2012. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a un deuxième tour. Et cette fois-ci, c'est plus pour le temps d'un message. C'est le temps de choisir des présidents de région. Le message politique, il a été lancé. Maintenant, il s'agit de choisir des présidents de région. Et j'entendais Daniel Vaillant nous expliquer que les gens étaient contents de leur président de région. Il y a des endroits, chez Ségolène Royal, c'est manifeste. Il y a des endroits, chez M. Huchon, c'est beaucoup moins visible. Et d'ailleurs, j'observais sur les images que vous montriez tout à l'heure qu'il se balade dans un des RER rénovés. Enfin, les gens qui sont sur la ligne RER A ou la ligne RER B chez moi, ils savent bien que ça fait 12 ans de promesses et pas beaucoup d'actions. Et donc, on a envie... Vous voulez des arguments nouveaux. Est-ce que la galère des transports doit continuer? Et ça, c'est pas la responsabilité du gouvernement, c'est la responsabilité, en l'occurrence, de M. Huchon. Elle a pénalisé les Verts également, cette abstention, les jeunes. Apparemment, alors les jeunes et les ouvriers ont moins voté que d'habitude. Les jeunes, c'était pratiquement une abstention à plus de 70%, et les ouvriers peut-être plus de 60%. Il n'empêche qu'à Grigny, on fait des très bons scores. Grigny, qui n'est pas une ville considérée comme écolo-bobo parisienne. Et d'autre part, il y a bien sûr sans doute de la responsabilité de la crise générale, du gouvernement, voire peut-être ici et là de quelques régions, peu importe. Mais il y a aussi de la part des électeurs un manque finalement, parce que ce sont les électeurs qui votent. Donc moi je crois qu'il y a l'origine de l'abstention n'est pas une seule origine, il y en a plusieurs, et l'une d'entre elles peut-être c'est un peu aussi la crétinisation, disons, universelle dont on est affublé dans des spectacles télévisuels par exemple, qui sont pas très bons pour la démocratie. Bon, alors il y a aussi, moi je termine quand même sur une note positive, en tout cas pour les écologistes, c'est que malgré une abstention un peu inférieure à celle des européennes, on a le même nombre de votants. Alors évidemment, du fait que l'abstention est un peu inférieure, on baisse en score. Mais globalement, on conserve à peu près ce qu'on avait fait l'an dernier. Bon, ceci montre qu'il y a peut-être d'autres voies. Au niveau national, vous reconnaissez quand même un petit désastre civique? Ah bien sûr, c'est toujours dommage que les gens s'abstiennent. D'ailleurs, moi je suis pour le vote obligatoire, comme en Belgique. Alors c'est un autre débat, on va se concentrer maintenant sur le rassemblement et les tractations entre vos deux partis, Verts, Europe Écologie et les socialistes. Mais avant cela, un petit détour par l'Île-de-France. Valérie Pécresse a réussi à se maintenir en tête de ce premier tour, vous le savez, dans la région capitale, mais sans réserve de voix. Le second tour s'annonce très difficile, malgré le soutien affiché ce matin de François Fillon. Voyez le sujet de Thomas Soulier. Chez Valérie Pécresse, l'union a fait la force. À la tête d'une coalition UMP Nouveau Centre, la ministre a su rassembler dès le premier tour et ainsi prendre la tête du scrutin. Mais aujourd'hui, le plus dur reste à faire. Avec peu de réserve de voix, Valérie Pécresse doit passer en une semaine de 28 à 50%. Une nouvelle élection qui commence. On va y arriver. J'en appelle évidemment aux franciliens qui ne sont pas allés voter aujourd'hui, qui ont cru que cette élection ne les concernait pas. La région, ça les concerne, c'est leur transport, c'est leur logement, c'est la formation de leurs enfants, c'est leur emploi, c'est la protection contre la crise, c'est la sécurité. Et tout ça, nous allons en parler pendant une semaine et croyez bien que notre détermination est sans faille. Nous voulons que cette région se mette en mouvement. Une détermination qui n'effraie pas le président sortant. Arrivé deuxième sur le podium, Jean-Paul Huchon reste confiant pour le deuxième tour. Le candidat socialiste va sans doute profiter du ralliement d'autres partis comme le Front de gauche ou Europe Écologie. Tout le monde m'avait dit vous serez derrière les Verts où ils seront à tout chouche avec vous. Tout le monde m'avait dit Mme Pécresse va vous mettre 10 points dans la vue. Des points, elle m'en met à peine 3. Et en ce qui concerne les Verts, ils sont à 10 points derrière pratiquement. Donc tout est prêt pour un bon rassemblement au deuxième tour.
il y aura le rassemblement de la gauche dans la bonne ambiance et qu'on sera tous ensemble et qu'on va diriger, je l'espère encore, tous ensemble la région Île-de-France à partir du 21 mars. Mais la tâche risque d'être plus compliquée que prévu. Avec près de 17% des voix, Cécile Duflot se sent pousser des ailes. Alors dans la négociation face au PS, Europe Écologie ne compte pas se laisser faire. On est la deuxième force politique de la gauche aujourd'hui, troisième force politique du pays. Donc ça change la donne. Alors Dany vous dirait qu'on joue en première division. Moi je vous dirais qu'on est sorti de la pataugeoire et qu'on est maintenant dans le grand bain. Entre le PS et Europe Écologie, les tractations s'annoncent longues et rudes. En tout cas, l'alliance sera scellée avant demain 18 h, date limite pour le dépôt des listes. Et on vous l'a dit tout au long de cette émission, il y aura de nombreux duplex évidemment pour prendre un peu la température au lendemain de ce premier tour. On va partir tout de suite rejoindre Hélène Risser qui est à Solferino au siège du Parti Socialiste en compagnie de David Assouline, sénateur socialiste de Paris. Et on imagine Hélène bien que c'est l'heure des négociations, l'heure des tractations. Absolument. Alors ici, rue de Solferino, les trois négociateurs du PS, donc au niveau national, Christophe Borgel, François Lamy et Claude Bartolone, viennent juste de repartir pour poursuivre les négociations avec notamment Europe Écologie. Mais il reste avec nous donc David Assouline, bonjour, secrétaire national à la communication, qui a suivi de près ces négociations. Alors, première question, on est ici dans la salle de presse du PS, où devait d'ailleurs se tenir ce matin un point presse qui a été annulé. Est-ce à dire que les négociations sont finalement plus difficile que prévu? Non, pas du tout. Justement, il y a rien de spécial à dire avec tout ce que l'on a dit dans les soirées, dans les matinales, etc. Et que les choses se passent si bien que, voilà, ce que je peux vous dire, c'est que quand on aime et qu'on respecte la démocratie, et que les électeurs sont les souverains, finalement, ils nous ont dit ce qu'ils veulent. Ils veulent que les socialistes animent les prochaines équipes régionales. Ils veulent que nous fassions le rassemblement. Et ils nous ont indiqué de façon assez simple, et on peut le calculer mathématiquement, ce que chacun doit peser et compter sur les listes. Et donc, le temps que l'on consacre, il est incompressible. Il s'agit de refaire des listes pour placer sur des listes 1800 candidats en France. Donc, il faut juste travailler concrètement. C'est ce travail qu'on fait dans une très très bonne ambiance. D'accord, donc c'est de l'arithmétique. Alors concrètement, dites-vous, ces nouvelles listes, elles pourraient être rendues publiques quand? Ce soir, demain matin? Vous savez, je crois que les Verts souhaitent que quand l'ensemble est bouclé, les choses soient rendues publiques. En même temps, les négociations, les discussions plutôt ont lieu région par région. Et il y a des régions où ça va peut-être se finir très tôt dans la journée, certaines dans la soirée. Entre le moment où c'est bouclé et le moment où c'est rendu public, il n'y a pas forcément de concordance. Alors vous parlez de questions d'arithmétique pour faire des places sur les listes en disant que finalement ça se faisait mathématiquement en fonction des résultats. Les Verts, pratiquement plus que mathématiquement. Voilà, en fonction des résultats. Les Verts avaient quand même expliqué, ils ont des exigences assez importantes sur certains points, certains projets en termes de programme, notamment de renoncer par exemple au nouvel aéroport à Nantes, également un pass unique transport en Île-de-France à 65 €. Enfin, toutes ces choses-là, où on en est dans les négociations, est-ce que c'est des choses dont le Parti socialiste va tenir compte et si oui, jusqu'où? Ce que je crois là dans la discussion, ce qui est très simple, c'est encore la démocratie. C'est pour ça que je disais pas seulement. Concrètement. Oui, mais justement, c'est pour cela que je disais c'est pas que mathématique. C'est que en nous plaçant en tête, ils ont d'abord validé un programme, un socle autour duquel doit se faire le rassemblement, y compris sur le contenu. Et donc tout ce qui est apport, nouveautés, bonnes idées que nos partenaires ont défendues et qui ont obtenu des succès en score électoral seront pris en compte. Et en même temps, il ne s'agira jamais de dénaturer le socle du projet socialiste qui lui a été validé majoritairement. Et c'est comme c'est justement pas mathématique, c'est subjectif, ce sont des discussions. Ici et là, les discussions continuent. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de différences. Vous savez, ça fait 12 ans, par exemple, en Île-de-France, 6 ans dans beaucoup de régions, que l'on dirige au quotidien et que constamment ce type de discussions ont lieu sur des projets, sur le logement, sur les autoroutes. Oui, bien sûr. Non, mais là, c'était sur quelques points concrets. Mais bon, oui, vous ne pouvez pas nous dire là. Non, mais sur les points concrets, ce que je peux vous dire, c'est que sur l'essentiel, les choses ont nettement avancé et qu'il peut y avoir 2-3 sujets sur lesquels il y a plus de discussions parce que les enjeux de campagne ont été plus importants. Mais je crois que, très sincèrement, l'ambiance des discussions
locales, et surtout la discussion nationale qui est très apaisée, montre que de toute façon, il y aura un accord avec des projets solides, des projets cohérents, et des projets pour gagner dimanche prochain, parce que nous ne sommes qu'à la mi-temps. Oui. Je ne veux pas être seulement dans le commentaire. Il faut mobiliser et il faut gagner ces régions avant de parler de comment les choses se répartissent. En général, on ne vend jamais la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Bon, et ni la négociation avant de l'avoir terminée, visiblement. Merci. Merci. Très sécurisé. Merci. Merci beaucoup, Hélène. En duplex, donc depuis la rue de Solferino, avec David Assouline, Yves Cochet. Je vous voyais tantôt faire la moue, tantôt sourire quand on parlait du rassemblement. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la part du Parti socialiste? De la générosité? Je crois que c'est très sérieux de se rassembler, évidemment, au second tour, avec tous nos partenaires, évidemment les socialistes, le Front de gauche, et on va le préparer, on le prépare actuellement. Simplement, il y a sans doute, ici et là dans quelques régions, votre interlocutrice a essayé de faire dire à David Assouline ce qui ne marchait peut-être pas. Comme moi je ne suis pas dans les négociateurs d'Europe Écologie, bien comprendre, je sais. Qui nous regardent, Yves Cochet, sur quoi allez-vous négocier? Est-ce que vous négociez programmatiquement sur des propositions concrètes ou bien des positions sur les listes fusionnées? Les deux, bien entendu. En général. Mais on va commencer par le projet et par le programme. Alors c'est notre parti. Non, parce que notre projet général, c'est la conversion écologique des régions. Eh bien, plus il y aura d'écologie, plus on sera content. Et je pense que nos amis socialistes, qui ont une bonne évidemment tenue dans le score, le comprennent d'autant plus que dans presque toutes les régions, on a déjà travaillé avec eux. Donc, ça va être difficile. On ira jusqu'à demain midi, mais ça va se faire. Vous les connaissez bien, ces tractations, vous en avez fait de nombreuses. Le mot tractation n'est à mon avis pas le plus adapté. On fait les élections municipales, on a une grande expérience. On l'a fait en 2008. Les écologistes avaient choisi un chemin différent. On s'est rassemblés entre les deux tours sur la base du projet qui avait reçu l'onction du suffrage universel, en y ajoutant un certain nombre de considérations, et Yves Cochet ne vient pas de dire autre chose. D'abord, avoir envie de rassembler. Il faut effectivement avoir envie de gagner ensemble. Donc il faut que chacun, je dirais, puisse surmonter sa part d'orgueil, légitime en démocratie. Et donc, il y a des éléments programmatiques. Eh bien, il faut en discuter, ça me paraît essentiel. Est-ce qu'il y a des éléments non négociables? Est-ce qu'il y a des points durs, par exemple? Sur quoi vous ne céderez pas? Quant aux places sur les listes, je crois très franchement que remettre en cause ce que les gens ont décidé hier soir, ce serait déraisonnable. Après, qu'il y ait les exécutifs, et puis les régions existent quand même. Il y a une discussion nationale, mais les Verts nous ont appris, à nous les socialistes, qu'il fallait aussi avoir une culture régionale. Donc je crois qu'il faut tenir compte, ça serait très mauvais de discuter et de conclure à Paris sans avoir la certitude que ça s'applique bien et en respectant les contrats. Et Yves Cochet peut dire, moi, quand j'ai négocié les choses, on les appliquait derrière, et bien, c'est ce que j'encourage à faire. Quand vous voyez ces négociations, c'est pour parler, est-ce que vous ne regrettez pas votre stratégie d'union de partis unique au premier tour? D'abord, aucunement, parce que, encore ça allait, mais je reconnais que le numéro de langue de bois de M. Assouline tout à l'heure m'a estomaqué. Tout va bien, Madame la Marquise. En réalité, il y a deux choses qui sont claires. Sur les places, ils s'entendront toujours. En plus, mathématiquement, c'est assez simple. Sur les programmes, c'est autre chose. Sur les programmes, c'est autre chose. Et des négociateurs, comme on vient d'en voir, maniant la langue de bois, ils arriveront peut-être à s'entendre. Mais la vraie question, c'est est-ce que les électeurs s'y retrouvent? Je prends 2 ou 3 exemples, si vous me le permettez, très rapides. Les lignes à grande vitesse, vous l'avez dit hier soir sur ce plateau dans cette salle. Les écologistes, dans un certain nombre de régions, l'Aquitaine par exemple, ils sont radicalement opposés. Les socialistes tiennent. Qui va être cocu dans cette affaire parmi les électeurs socialistes ou écologistes? En Ile-de-France, je regardais les programmes avant d'aller voter, parce que c'est toujours intéressant. 20 000 logements proposés par les socialistes, 50 000 logements proposés par les écologistes, 100 000 par les communistes, qui passent à la trappe manifestement complètement dans cette affaire. Je ne sais pas si leurs électeurs s'y retrouveront. Il va y avoir combien de logements dans une région qui a autant de crise du logement? Et puis dernière question. Monsieur Huchon, après avoir augmenté les impôts de 46%, nous dit pas d'augmentation d'impôts. Les Verts disaient il faut une taxe écologique. Les communistes disent il faut une taxe populaire. On va payer combien? Je trouve que quand vous disiez quel est le problème du deuxième tour, le premier tour, il y a eu un message au gouvernement. Au deuxième tour, c'est comment nous allons être gérés. Et moi, ça m'intéresse de savoir si ça se passe sous la table avec des gens qui tiennent la langue de bois, parce que c'est notre sort qui est en jeu. Il y a du recul dans cette émission et sur ce plateau. Pour vous, Roland Quérol, finalement, c'est l'échec de la stratégie de l'Union de la droite qui est en train de s'opérer ici au premier tour?
Écoutez, c'est clair que le fait de faire un parti unique ne permet pas d'avoir ni des négociations, ni une alliance et une dynamique avec quelqu'un d'autre. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des électeurs qui votent pour d'autres partis. Donc le véritable problème, c'est moins un problème de pure stratégie, de boutique, c'est un problème de niveau. C'est qu'aujourd'hui, il y a, et après tout, c'est la logique des élections intermédiaires, plein de gens qui sont à droite, qui continuent à espérer dans Nicolas Sarkozy, mais qui pensent que le compte n'y est pas pour le moment. Donc ils sont troublés, soit ils vont carrément voter contre, soit ils s'abstiennent, en tout cas ils sont dans une période d'attente. Mais ne nous y trompons pas. Ça ne veut pas dire que les présidentielles sont engagées en quoi que ce soit. Les mêmes électeurs nous disent, ils sont très contents que la gauche soit sur le point de remporter les régions, ils sont très contents de cette cohabitation d'une autre manière, mais en même temps ils nous disent, au pouvoir présidentiel, la gauche ferait pas mieux, elle ferait moins bien que ceux qui y sont. Donc attention pour les socialistes et les écologistes, à pas aller trop vite dans les conclusions. Il y a juste une chose quand vous parlez de l'absence de réserve de voix. On va en parler juste vraiment on va en parler juste après. Pour eux comme pour nous. Sinon, on va être en retard. Passons les sujets et puis on les commentera quand on aura le temps. Je ne dis pas que ça fait des additions arithmétiques. Mais si on va tout commenter, nous avons des gens qui sont en direct, on va s'intéresser à présent. Il n'y en aura que 2. Et je pense que tous les électeurs vont se reposer la question de la même façon que disait M. Kerol, c'est tout. Il faut qu'on lance en sujet. Nous avons des gens en direct. Jean-Christophe Lagarde, sur l'affaire des impôts, vous avez mené campagne sur ce thème. Eh bien, les Français, quand il y a des impôts modérément augmentés pour la bonne cause, eh bien, ils ne sont pas hostiles. Le problème, c'est que quand on fait payer la majorité des Français et qu'on creuse des déficits, là, ça passe pas. Si 46% c'est modéré, j'ai peur pour le prochain mandat. 46% de quoi, M. Lagarde? Voilà la question. En respectant le plateau en partie féminin. On va donc s'intéresser à présent à la région Languedoc-Roussillon où Georges Frêche a appelé hier au rassemblement sur sa liste largement confortée par les résultats du premier tour ce matin. Martine Aubry, vous l'avez entendu, a donné consigne aux électeurs de faire barrage à la droite et aussi à l'extrême droite sans pour autant appeler à voter directement. Georges Frêche, c'est donc une position d'équilibriste. On va voir ça avec Fabrice Cunet. 20h au QG de campagne de Georges Frêche, les militants peuvent exulter. Avec plus de 34% des suffrages, le président sortant est largement en tête. Exclu du Parti socialiste, Georges Frêche tient sa revanche. Une victoire d'autant plus belle que ce sera la seule liste de gauche présente au second tour. Ça c'est bien Georges, tu les as eu. Ça c'est beau. Fantastique. Notre ami Georges, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est impensable. Ah super. On est les meilleurs, 35%, c'est bien. Apparemment, les autres listes ne se maintiendraient pas, donc c'est merveilleux. Apparemment, il y a eu un bon travail de terrain qui a été fait. Exit donc la liste d'Europe Écologie ou la liste officielle socialiste. Un camouflet pour Martine Aubry qui était encore venue soutenir sa candidate lundi dernier. Georges Frêche tend la main au battu de gauche et ironise sur la première secrétaire. Martine Aubry va dire « moi j'ai gagné ». Elle n'y est pour rien, strictement pour rien. Elle n'est pour rien dans le résultat ni de l'Alsace, ni du Nord-Pas-de-Calais, ni de la Bretagne, ni de Midi-Pyrénées. Pourquoi? Eh bien, elle est venue ici. Nous fournissons, je dirais, le contre-exemple. Avec un peu moins de 10%, ambiance morose du côté d'Europe Écologie. La liste sera absente du second tour. Et là encore, Martine Aubry est montrée du doigt. Bon. J'ai passé la semaine à le dire qu'il y avait ce risque. Le PS au niveau national a empêché cet accord qui était signé avec Hélène Mandroux et Paul Aliès ici. Ils ont pris ce risque-là, on l'a dénoncé tout de suite. Danny Cohn-Bendit a appelé à une union, a fait des propositions qui allaient très loin. Bon voilà, on a cessé de le dire. Mais pire que ça, pire que la dispersion, c'est l'emballement médiatique qui a suivi et qui a fait qu'on n'a plus eu de débat. Salut les gars! Europe Écologie, PS et Front de Gauche ont rejeté l'idée de participer à la liste de Georges Frêche au second tour. Un second tour en forme de triangulaire. Le président sortant sera opposé à l'UMP et au Front National. Un scénario quasi idéal pour Georges Frêche.
Et priorité au terrain, à Montpellier, on rejoint Delphine Girard. Alors Delphine, vous êtes donc sur la place à Montpellier, ensoleillée à ce que je vois. Georges Frêche hier a donc appelé à la paix des braves, appelant ainsi les électeurs d'Europe Écologie et du PS d'Hélène Mandroux à le rejoindre. Où en est-on ce matin concrètement? Alors ce matin... Non. Ah, on a perdu Delphine car, On vous entend, on ne vous voit plus. Ah, on va essayer de retrouver Delphine Girard. Allez-y, vous êtes à l'antenne. Oui, donc effectivement, hein, mais c'est bien Georges Frêche qui a employé ce terme de paix des braves, car ici, du côté des trois listes qui s'étaient présentées comme des listes anti-Frêche, eh bien, c'est tout juste si du bout des lèvres on appelle à faire barrage à la droite et à l'extrême droite au second tour. On a donc, Hélène Mandroux l'a indiqué, les électeurs voteront en leur âme et conscience. Il y aura donc 24% des électeurs au second tour qui vont se retrouver orphelins de ces trois listes. Du coup, le sénateur maire UMP de Béziers, Raymond Couder, en profite pour appeler à la création d'un front républicain. Il estime qu'il est la seule alternative crédible à Georges Frêche et à l'extrême droite, mais ce sera très difficile pour l'UMP dans cette triangulaire, car il faut dire que Georges Frêche se positionne en grand favori de ce second tour, et j'ajouterai même qu'il n'a presque pas besoin du report de voix des trois listes de gauche pour remporter à nouveau le Languedoc-Roussillon. Voilà ce qu'on peut dire ce matin, Sonia. Merci Delphine. Merci. Gérard en duplex donc. Daniel Vaillant, en Languedoc-Roussillon, on l'a entendu ce matin, Martine Aubry a appelé à faire barrage à la droite et à l'extrême droite. Est-ce que ça veut dire clairement qu'il faut voter Georges Frêche? Je crois que ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a eu un échec. Il y a eu un échec de la liste, notamment socialiste. Il faut bien le reconnaître. Et je pense que l'idée eût été de fusionner avec la liste qui aurait fait plus de 10%. C'est pas le cas. Il faut tirer les leçons. Je trouve qu'à Martine Aubry l'a fait de bon augure, parce que M. Couder a été quand même un allié du Front National, il faut jamais l'oublier, à un moment de sa carrière régionale, et donc faire barrage à la droite et à l'extrême droite, et chaque électeur, soit s'abstiendra, soit il ira voter pour la liste Frêche. Le Grand Chelem est de fait compromis, vous le reconnaissez? Écoutez, bien évidemment, à partir du moment où Frêche est président de région, et on pouvait quand même se douter qu'il le resterait, ça reste un divers gauche, comme on dit, puisque c'est la classification qui a été retenue. Voilà, moi je regrette ce résultat et je regrette cet enchaînement négatif, mais c'est la vie et c'est comme ça. Et je crois que c'est mieux, c'est plus digne de réagir comme Martine Aubry l'a fait ce matin que de vouloir faire des tractations, pour le coup, telles que Georges Frêche les proposait hier soir. Allez, on va faire le point, si vous le voulez bien maintenant, sur le Front National. C'est l'un des enjeux de ce scrutin. Le parti de Jean-Marie Le Pen se maintient dans 12 régions sur 22. Je vous propose de découvrir la carte des triangulaires possibles avec le FN. Vous le voyez, c'est très clair, c'est tout l'Est de la France. Une triangulaire à l'ordre du jour, notamment en région PACA, Sonia. Oui, et on va revenir après avec nos invités. Jean-Christophe Lagarde qui a envie de parler. On vous donnera la parole tout de suite après ce sujet. Le Front National, acteur durable donc dans cette région où le vote protestataire populaire et d'extrême droite est devenu une tradition locale. Ce matin, la région se réveille avec un air de déjà-vu. Dans cette région fondamentalement de droite, Thierry Mariani arrive tout juste en tête, talonné par Michel Vauzel, suivi de près par l'inoxydable Jean-Marie Le Pen. Regardez ce sujet de Johan Rela et de Kamel Abdourahim. On le disait, vieillissant, son parti sur le déclin. Mais pour une de ses dernières batailles électorales, Jean-Marie Le Pen crée une fois encore la surprise et fait mentir les sondages. Avec plus de 20% en Provence-Alpes-Côte d'Azur, il réalise le meilleur score du FN au niveau national. Nous avons fait cette campagne régionale avec très peu de moyens et malgré cela, nous avons passé la barre des 10% et avons démontré au pays que nous sommes la 3e ou la 4e force politique du pays. Bénéficiant d'un taux d'abstention record, Jean-Marie Le Pen s'invite donc comme arbitre du deuxième tour sur une de ses terres de prédilection. Un troisième homme dont se serait bien passé la tête de liste UMP. Car si Thierry Mariani est arrivé en tête hier soir avec 26,6% des votes, lui ne pourra compter sur aucune alliance, contrairement à la gauche. Demain dans la journée vont commencer à gauche les moments pour bricoler, pour fignoler une liste, avec un programme qu'on découvrira à la dernière minute. Est-ce que c'est la bonne méthode pour diriger une région? Thierry Mariani se présente comme le seul candidat capable de battre la gauche. Pourtant, Michel Vauzel semblait plutôt serein hier soir. Bravo à tous. Bravo. Avec 25% des suffrages, il talonne de peu son concurrent UMP, mais surtout,
il dispose d'une confortable réserve de voix pour pouvoir espérer un troisième mandat. Le président de région sortant qui se félicite également du vote sanction contre la politique du gouvernement. Il y a des travailleurs, il y a des personnes âgées qui sont attachées à leur retraite. Bref, il y a un modèle français. Il est remis en cause par le président de la République et son gouvernement. J'ai représenté l'anti-Sarkozy dans cette région. Michel Vauzel se veut confiant sur la possibilité d'un accord avec ses alliés de gauche. Il a préparé le terrain avant le premier tour. Le socialiste aborde les négociations en position de force face à Europe Écologie et le score décevant de Laurence Vichnievsky. La magistrate ne totalise que 10,9% des suffrages. Et en duplex de Marseille, on rejoint à présent Johan Rolla qui nous attend au siège de La Provence, notre partenaire de la presse quotidienne régionale. Alors une triangulaire en PACA qui va une fois de plus, ou qui risque une fois de plus de faire les frais de l'UMP. Johan, où en sont les négociations PS Vert ce matin ? Eh bien écoutez, les négociations ont commencé hier soir, elles se poursuivent actuellement. On sait que ce qui est dans la balance actuellement, c'est notamment la question des vice-présidences. Les Verts voudraient des vice-présidences un peu clés lors de la prochaine mandature. Et puis effectivement, il y a aussi des vice-présidences qui sont traditionnellement pour le front de gauche. De son côté, Thierry Mariani, vous l'avez entendu, parle de bricolage électoral. Du côté du Parti socialiste, du côté des Verts et du côté du front de gauche, on promet une belle photo de famille ce soir, puisqu'il y aura probablement le premier meeting gauche pluriel à Vitrolles, où on pourra voir à la fois les candidats Europe Écologie, les candidats PS et les candidats du front de gauche posés. Et puis voilà, ça augure de ce que seront leurs arguments de campagne pour le second tour. Johan Rolla, au duplex de Marseille. Merci Johan. Roland Quérol, à quoi est dû le regain du Front National selon vous? Est-ce que finalement il a capté les déçus du sarkozysme? Oui, c'est-à-dire que visiblement une partie seulement, minoritaire pour le moment, de ceux parmi les électeurs du Front qui s'étaient reportés sur Nicolas Sarkozy en 2007, ne sont pas satisfaits de la politique menée et donc repartent vers leur comportement d'origine. C'est évidemment sur fond de crise. Les gens souffrent sur le plan économique, social. Ils sont souvent dans des régions qui ont des difficultés. Et puis il y a aussi une thématique qui les pousse beaucoup. Vous avez vu hier Jean-Marie Le Pen avec le panneau contre l'islamisme. Il y a aujourd'hui dans ce pays un climat, une montée de méfiance ou d'hostilité à l'islam, qui est visiblement la deuxième raison qui a facilité le Front National. Et Jean-Christophe Lagarde, est-ce qu'on peut peut-être voir une autre raison? Il y a eu un débat qu'on peut dire avorté sur l'identité nationale. Est-ce que tout ça n'a pas contribué à grossir le score du Front National? Comment vous l'analysez, vous? Moi, j'avais dit dès le départ, enfin le nouveau centre avait dit dès le départ d'ailleurs que avoir ce type de débat avant une élection, ça favorisait les réactions plus que les réflexions. Donc ça, je suis absolument persuadé que ça y a contribué. Mais pour vous surprendre, je ne pense pas qu'il y ait un regain du Front National. Moi, j'attends de voir le nombre de voix. Excusez-moi, j'attends de voir le nombre de voix parce que c'est un électorat, on nous l'a expliqué. Moi, j'écoutais à la télévision pendant des années M. Quérol dire ça, c'est un électorat particulièrement mobilisé. Et quand vous avez 10% de baisse de participation, mécaniquement, ça augmente votre proportion si votre électorat se mobilise plus traditionnellement. Et deuxième chose, parce que comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas dans la langue de bois. En Ile-de-France, par exemple, on voit un Front National qui diminue. Par contre, dans les zones rurales, parce qu'il y a une crise notamment dans le monde paysan, le Front National a repris de la vigueur. Et puis après, il y a les deux exceptions, Nord-Pas-de-Calais et PACA, sur lesquelles il faut s'interroger sérieusement. Un Front National qui dépasse la barre de 10% dans 12 régions sur 22. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Vous reconnaissez que de manière opportune, vous profitez de cette situation, les triangulaires? Franchement, profiter de cela, je parle d'arithmétique, je déconseillerais aux socialistes de rentrer dans une logique pareille, et il n'en est pas question. Il faut regretter cette remontée, même si c'est un pourcentage du Front National, il faut analyser les causes. Je crois que Roland Quérol a commencé d'y contribuer. Je rappelle que l'électorat du Front National n'est pas composé d'une seule catégorie sociale. Il y a là-dedans des gens, y compris de milieux très populaires. Moi, je connais très bien les portes de Paris. C'est des endroits où le Front National est monté à des 40%. Nicolas Sarkozy a fait illusion dans sa campagne présidentielle. Il a dit qu'il réglerait les problèmes de sécurité. Ils ne le sont pas. Il a déclenché le débat sur l'identité nationale. Et les gens sont mécontents, ils ont refait un geste politique dommageable, mais je pense que la droite a
l'entière part de responsabilité dans la remontée du Front National, y compris dans les quartiers populaires tels que ça a pu s'exprimer ici ou là. C'est aussi votre analyse, Yves Cochet, d'un mot? Oui, je rajouterais que le Front National, c'est pas simplement qu'il se mobilise, c'est qu'il est structuré, c'est-à-dire qu'ils sont très fidèles d'une élection à l'autre. Mais je pense que c'est un électorat malgré tout vieillissant et qui est très lié à la famille Le Pen. Alors la fille monte pendant que le père, évidemment, ça sera peut-être sa dernière élection. Donc je ne suis pas sûr qu'à terme, si on résout les vrais problèmes qu'a énoncé Daniel, le Front National demeure à des niveaux au-dessus de 10%. Allez messieurs, on va continuer à présent notre tour de France des régions. Zoom maintenant sur la région Alsace avec une droite en danger, la gauche en embuscade et le Front National, justement on en parlait, qui impose une triangulaire. De la mobilisation des abstentionnistes dépendra le nouveau président de région. Une équation qui n'a pas échappé au candidat UMP Philippe Richert, arrivé en tête au premier tour avec 35% des voix, mais le plus dur reste à faire. Regardez ce sujet de Patrick Hermanzen et de Jean-Baptiste Daoulas. En Alsace donc. Pour le deuxième tour, l'Alsace connaît le même scénario qu'en 2004. Une triangulaire avec un Front National qui joue les surenchères à droite. Je suis un vrai candidat de droite, contrairement à l'UMP qui a quasiment vendu son âme au diable, je dirais. C'est à eux de tirer toutes les conclusions de leur échec, si échec il y a. Face aux 13,5% des voix d'extrême droite, l'UMP alsacienne compte sur les électeurs du MoDem et surtout sur les abstentionnistes. Ils étaient 56% au premier tour pour garder la région. Le résultat qui nous place au même niveau qu'en 2004, voire même un peu au-dessus, est un score qui dénote par rapport aux résultats nationaux qu'on peut avoir par ailleurs. C'est clair que notre électorat que nous visons, c'est bien sûr déjà tous ceux qui ont voté pour nous et nous le remercions, mais aussi de s'adresser à tous ceux qui ont un peu boudé. À gauche, c'est l'union des deux Jacques, Fernic et Bigot. Europe Écologie et le PS totalisent 34% des suffrages, une progression de 7 points par rapport à 2004. L'objectif du Parti Socialiste maintenant, rallier les électeurs des autres partis de gauche. Le rassemblement prouve que nous sommes au coude à coude avec Philippe Richert, qui n'a pas de réserve de voix alors que nous avons des réserves de voix, parce que je pense que les Alsaciens ont envie d'alternance, et c'est cette alternance qu'on proposera, une nouvelle majorité. L'Alsace restera-t-elle à droite, basculera-t-elle à gauche? Face à cette question, la presse régionale reste prudente. Elle part d'un suspense au second tour ou d'un second tour serré, comme on le voit ici sur la couverture des DNA. Pourtant, tout le monde s'accorde à dire ici, tout dépendra de l'attitude des abstentionnistes. Ils étaient plus d'un électeur sur deux à s'être abstenus au premier tour. Je vous propose de zoomer à présent sur la région Poitou-Charentes, la région de Ségolène Royal. Et nous attend en duplex de Poitiers, au siège de la Nouvelle République, notre partenaire de la PQR, Hélène Mangiardi. Bonjour Hélène. Bonjour Myriam. Alors bonjour Ségolène Royal, à près de 40%, c'est plus que bien parti pour le second tour. Concrètement, comment la Dame du Poitou va réussir à fusionner avec les listes Europe Écologie, sachant qu'on s'en souvient, elle a suscité la colère des Verts en région en captant une partie des écolos sur sa liste au premier tour? Maintenant, elle va les compter sur notre Effectivement, quota. vous l'avez dit, les relations avec Françoise Coutan, la tête de liste Europe Écologie ici, sont très tendues. Les deux femmes ne s'entendent pas. Françoise Coutan a beaucoup critiqué l'attitude de Ségolène Royal pendant la campagne. Alors concrètement, malgré ces discordances, eh bien, les négociations ont commencé dès hier soir par une poignée de main assez froide entre les deux femmes. Et ce matin, elles ont repris au siège, au conseil régional de Poitou-Charentes, ici à Poitiers. Mais il y a eu un premier couac vers 10 h, parce que quand Françoise Coutan est arrivé, eh bien Ségolène Royal n'était pas là. Du coup, les Verts ont interrompu les négociations en demandant à ce que Ségolène Royal soit présente. Du coup, il y a eu 3 heures de vide et là, les négociations viennent de reprendre au Conseil régional. Alors concrètement, les Verts demandent 9 places sur la liste de Ségolène Royal, mais malheureusement, la présidente sortante n'en propose que entre 5 et 7. C'est là que ça coince. Les négociations devraient aboutir, dans le meilleur des cas, en fin d'après-midi. Merci Hélène, le débat continue sur ce plateau. Yves Cochet, vous allez réagir. Ce qui se passe en Poitou-Charentes. Vous froncez les sourcils, elle fait monter les enchères. Oui, parce qu'il y a une petite blague de Ségolène Royal, je pense que c'est pas sérieux, qui dit on a déjà 3 Verts sur notre liste, donc c'est déjà 3 écologistes, et donc on va les compter dans le quota d'Europe Écologie. Non, ça c'est pas sérieux.
je crois qu'on a toujours dit, tout le monde, avant le premier tour, on appliquera la proportionnelle avec la règle d'onde. C'est assez facile, c'est un calcul. Après, il peut y avoir un ajustement à la marge, mais pas, non. Donc sur le principe, est-ce qu'elle reste l'allié naturel en Poitou-Charentes, hein, pour les écolos? Bien sûr, mais il n'y a pas de problème, je pense, sur le fond avec Ségolène Royal, d'ailleurs, qui a quelques vertus écologiques, elle le dit elle-même, et je lui ai reconnu. Simplement, lorsqu'on négocie entre les deux tours, on respecte le vote des électeurs. Alors, et moi, je me félicite du fait que, malgré que c'était, disons, une livre de rassemblement au premier tour, quand même, notre ami Françoise Coutan a fait presque 12%, ce qui est pas mal. C'est un bon score. Roland Quérol, justement, sur cette stratégie de Ségolène Royal de rassemblement au premier tour, qu'est-ce qu'on peut en penser? On peut en penser que ça n'a pas si mal marché, puisqu'elle frôle les 40%, elle est 10 points au-dessus de la moyenne nationale du parti. Ça veut dire que s'ouvrir à des gens différents de vous, ça apporte des voix au premier tour. Je remarque quand même qu'elle n'est pas championne de toutes les listes, puisque Martin Malvy fait encore mieux que ça, sans accepter... 48% des suffrages au premier tour. Donc voilà, elle a des arguments dans sa besace. Je crois que ce qu'elle espérait, qui est être la championne, elle les a pas. Alors Jean-Christophe Lagarde. Écoutez, moi j'ai entendu tout à l'heure M. Assouline nous dire que c'était important. Mes deux collègues nous expliquaient, enfin que ça se passait très bien, pardon, nos deux collègues dire que les programmes c'était important. Puis là on vient d'entendre que c'est très important parce qu'en réalité ils sont à 5 ou à 9 sièges, donc vraiment les programmes sont en train de s'y retrouver. Vous ajoutez à ça que en Languedoc-Roussillon, le Parti Socialiste nous dit je m'en lave les mains, alors que depuis le début c'est tout l'appareil du Parti Socialiste qui est parti derrière M. Frêche et que malheureusement la réaction de dernière minute vers Mandroux, sans même vouloir s'allier avec les écologistes, ce qui est bien dommage pour la République, et pour qu'aujourd'hui on puisse faire un autre appel que ce que j'ai entendu chez M. Barthelone. Écoutez, tout ça, quand on dit que tout va bien, moi je dis, si on pouvait revenir au débat des régions, pas ici seulement, dans les régions, et qu'on regarde, parce que nous, centristes, on est des décentralisateurs. On souhaite, comme vous d'ailleurs, et on souhaite que le fait régional... J'ai pas apprécié effectivement le fait de dire les régions n'ont pas trouvé leur identité. Mais dans la campagne, soyons honnêtes, on n'a quand même pas rencontré suffisamment de gens qui savent ce que font les régions. Si au moins on utilisait... Eh ben, je pense, et d'ailleurs il y a une réponse tout à l'heure de Daniel Vaillant qui m'a marqué. Il me disait, ok, on a augmenté les impôts, mais c'était 3 €, etc. Ben, la vérité, c'est qu'il faut peut-être qu'on les identifie mieux, que les taxes qui soient payées directement à la région, parce que vous savez comment ça marche la feuille d'impôt. Il y a la colonne communale, départementale, régionale. Non, je dis pas vous, tout le monde. Attendez, je voudrais terminer là-dessus. Lisibilité, c'est d'abord qui paye quoi. Ça, c'est la première illisibilité. Deuxième chose, il faut clarifier les compétences. Je ne sais pas si le projet qui était en préparation clarifiait vraiment les compétences, mais il faut qu'on sache qui commande quoi. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut retrouver... Regardez, il y a 2 élections où les gens participent. Je prends M. Quérol à témoin. L'élection présidentielle, ça va à peu près à quoi ça sert, et l'élection du maire. Dans toutes les autres, on a des difficultés. Quand les gens savent à quoi ça sert, ils se déplacent. Et là, on est en train d'embrouiller le message. Revenons aux régions, à quoi ça sert. Il y a un problème au niveau de la campagne, Daniel Vaillant, au-delà du problème de la lisibilité des compétences régionales. Cette campagne, elle n'a pas non plus eu un niveau exceptionnel. Non, enfin, elle a été de meilleure qualité en région qu'on ne le dit. Je crois que c'est l'espèce de débat national qui a surplombé la campagne des régionales, qui a pu donner ce sentiment d'une absence de présence de la région. Sur l'impôt, je vous ai dit tout à l'heure ce que j'en pensais. Les Français ne sont pas contre l'impôt quand il est utilisé justement pour des bonnes politiques. Le premier tour vient de nous indiquer de ce point de vue que c'est la vérité. Puis par ailleurs, il y a un mode de scrutin. Pardonnez-moi, Jean-Christophe Lagarde, c'est à 2 tours. C'est M. Raffarin qui l'a, à l'époque, mis en place. Et moi, je suis pour ce mode de scrutin qui permet la fusion, le débat au premier, les électeurs. C'était pour sortir du chantage du Front National à l'époque. D'accord, mais reconnaissez aussi que en 2004, vous avez dû fusionner RPR et UDF de l'époque, et c'était normal. Et là, c'est tout à fait normal. Alors, il y a quelques cas particuliers. Poitou-Charentes, Ségolène Royal est sortie un peu de l'épure nationale. Elle a pris des écologistes au premier tour, voire des centristes. Là, maintenant, bien évidemment, il y a une discussion un peu plus ténue là-bas. Mais la méthode donc, le mathématicien belge, c'est la bonne application. Roland Quérol, je voudrais rebondir justement sur la région Poitou-Charentes, puisque pour parler du MoDem, le MoDem donc, était en tous les cas une partie des candidats MoDem ont rejoint Ségolène Royal. C'est l'un des enjeux de cette élection, un des enseignements. Le MoDem est à 4%. On parle déjà de la mort de ce parti de François Bayrou. Est-ce que c'est trop tôt ?
Est-ce qu'au contraire, on peut le dire, ce genre d'élection handicape considérablement un parti avant tout présidentiel, une écurie présidentielle? Écoutez, le malade bouge encore, mais il est en bien mauvais état. Il n'est pas encore froid. Ouais, il est même pas encore, il n'est pas cliniquement mort, le MoDem. Parce qu'en effet, François Bayrou, lui, il a une équation présidentielle personnelle. Et assez bizarrement, quels que soient les chocs électoraux que reçoit son parti, lui, dans les enquêtes d'opinion, il a toujours cette espèce de niveau présidentiel, de niveau d'homme d'État que les Français lui reconnaissent. À partir de quand? À mon avis, à partir de maintenant, ça devient quand même compliqué de gérer une équation personnelle présidentielle avec un parti qui prend toutes les gamelles. Une élection présidentielle, c'est quand même aussi des réseaux de militants, des soutiens d'élus, des organes de collecte d'argent. Quand vous n'avez plus tout ça, or là, être en dessous de 4% dans une élection nationale, régionale, qui n'est pas une mauvaise élection, n'avoir pratiquement pas, à part en Aquitaine, d'élus régional du tout, d'élus régional du tout. Pensez que le Cap 21 de Madame Lepage va sans doute avoir plus d'élus régionaux que le MoDem, toute tendance confondue du Bayrou. Grâce aux écologistes. Voilà. Oui, mais on est très ouvert. D'ailleurs, les écologistes qui ont rallié Ségolène Royal dès le premier tour ont adhéré à Cap 21. Donc voilà, on est dans un parti qui est plus qu'à terre et dont la vice-présidente va sûrement pas, Madame Lepage, va sûrement pas rester très longtemps dans ce parti. Elle a fait des meetings avec nous avant le premier tour. Voilà. Donc on est dans une situation qui est quand même plus grave encore que ce qu'on aurait complémentaire. C'est que moi je ne crois pas à l'élection majeure, l'élection présidentielle. Il y a le quinquennat et l'élection présidentielle, et il y a les élections législatives. Et je suis de ceux qui plaident depuis longtemps, y compris dans mon propre parti, en disant il faut se préoccuper corrélativement de l'élection présidentielle, même si je préconise moi plutôt de mettre cette question au frigidaire, pour reprendre une expression, et deuxièmement de préparer les législatives. Et là on verra la faiblesse du dispositif politique, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans parti politique, et l'élection présidentielle ne peut pas venir percuter la démocratie au point d'oublier les partis politiques qui sont les ferments de la démocratie. Messieurs, on arrive bientôt à la fin de cette édition spéciale. J'ai d'abord une question pour vous tous. On est aujourd'hui au lendemain du premier tour. Il y a des téléspectateurs, des électeurs qui nous regardent. Quels arguments aujourd'hui vous donneriez à ces gens-là pour qu'ils aillent voter au second tour? Chacun d'entre vous. Jean-Christophe Lagarde. La première des choses, c'est ce que je disais, c'est le bilan des présidents de région. Il y a sans doute des endroits, vous parliez de Martin Malvy, où les gens ont trouvé ça extraordinaire. Moi, je connais beaucoup mieux ma région qu'autre chose. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que les transports qui sont gérés par la région, c'est la galère tous les jours. Les logements, c'est une crise qui dure depuis 10 ans, 12 ans, et on ne peut pas dire qu'on soit aidé. Moi, comme maire, quand je bâtis des logements sociaux, c'est toujours trop peu d'argent et trop tard qui arrive. Et puis la troisième chose, c'est que depuis 12 ans que je gère la région, il se trouve qu'il y a 100 000 emplois qui ont disparu. On a besoin, et quand vous parliez de programme, c'est pas rien, vous dites qu'il faut une décroissance dans la région Île-de-France, alors qu'on a déjà perdu 100 000 emplois. Que diront les socialistes et ce que seront vos programmes seront intéressants à regarder. Pour que les électeurs, pour que les gens aient voté. On a un argument économique qui est la création d'emplois qu'on appelle non délocalisables, notamment avec l'isolation des bâtiments et les énergies renouvelables. Il n'y en a pas eu assez pendant la mandature précédente, malgré le fait qu'on était ensemble. Il y a un argument de type social. Il faut en effet qu'il y ait des logements, car il y a un problème du logement en Île-de-France et à Paris. Et puis, il y a un argument écologique. On n'a pas fait assez, d'une certaine manière, d'écologie parce qu'il n'y avait pas assez d'écologistes. Là, on a un message assez clair en Île-de-France, un bon score de Cécile Duflot, et donc un rééquilibrage avec nos partenaires socialistes. Daniel Vaillant, même question. Il faut rassembler, il faut dire aux gens ne vous déjugez pas. Vous souhaitez un rassemblement qui gère la région pendant 4 ans, sauf si on revient, je le souhaite, sur vos tristes manœuvres de collectivité territoriale, mais on ne va pas ouvrir le débat maintenant. Ça serait pas très honnête que des gens aient été élus pour 4 ans et de leur prolonger de 2 ans le mandat. Ils ont sanctionné, y compris, votre manœuvre. Et deuxièmement, je pense comme Yves Cochet, qu'il faut trouver les bons moyens de répondre aux attentes, et notamment des franciliens pour ce qui me concerne. Mais Jean-Christophe Lagarde, il faut être honnête entre nous. C'est pas Jean-Paul Huchon qui est aujourd'hui à la tête du passif sur les transports en région Île-de-France. Le STIF, il le préside depuis 3 ans. Non, j'ai été élu conseiller régional. J'ai été élu conseiller régional en 1998. Toutes les promesses qu'on voyait s'afficher sur les panneaux d'affichage il y a 6 mois, c'était le programme de M. Huchon. Vous avez fait la campagne de 2004 pour M. Huchon? Oui. Eh bien, à l'époque, il promettait en 2004 les transports. Il promettait en 2004 les transports zéro défaut. Nous sommes en 2010. Qu'en pensent les gens qui sont transportés? Pas qu'on les transporte, mais qu'on les roule.
Roland Quérol, pour amener le calme sur ce plateau, peut-être en conclusion, quel est votre sentiment pour le second tour? Un petit pronostic, est-ce que le message sera le même? Non, je ne crois pas de pronostic. Ce que je constate, c'est qu'il y a eu des élections dans lesquelles il y a un retournement de tendance entre les deux tours. C'était le cas des législatives de la présidentielle de 1988, par exemple, des législatives. On voit des mouvements de correction. La plupart du temps, pour reprendre ce qu'étaient jadis toujours les titres du journal de l'Humanité, le second tour confirme en les amplifiant les résultats du premier. C'est en général ce qui se passe. Ou alors il faut qu'il y ait des événements de campagne gravissimes. On ne les voit pas. On a le sentiment que la plupart des messages ont été entendus. Donc je pense que les Français vont regarder. Il y a plus que 2 ou 3 listes dans chaque région. C'est facile d'aller regarder les documents électoraux. Ça change un peu la donne. Ils vont aller voter, à mon avis, pas beaucoup plus nombreux que dimanche dernier, et on ne voit pas ce qui pourrait changer les structures. Ce qui est bien, ce qui rend le débat compliqué, c'est qu'on a le sentiment que les choses sont tout de même, un peu jouées. Merci, on va terminer cette émission avec un dernier zoom de campagne. Cette fois-ci, la région centre. Le ministre candidat Hervé Novelli arrive en tête, mais il est talonné de près par le socialiste sortant. Et là encore, le pari est difficile pour la majorité. Chloé Buffard avec Julia Lecorrec. Hervé Novelli, le visage tendu, enfermé de longues minutes dans son bureau. Il soigne sa déclaration, car les résultats ne sont pas bons. 29% des suffrages, il est au coude à coude avec le PS. Et surtout, le candidat du Front National, Philippe Loiseau, se maintient. La perspective d'une triangulaire, qui sera celle de la configuration du deuxième tour, montre au contraire que cette triangulaire permet de conforter les chances du Parti socialiste de se maintenir au Conseil régional. François Bonneau, le candidat PS, totalise 28% des suffrages, mais il dispose surtout d'importantes réserves de voix, comme par exemple Europe Écologie avec 11% des suffrages. Les conditions sont réunies pour que nous puissions engager le rassemblement et la campagne de second tour pour gagner, pour l'emporter au second tour. Mais rien n'est fait, ce seront les électeurs eux-mêmes qui, par leur mobilisation, que j'espère plus importante que celle d'aujourd'hui, par leur mobilisation, feront la victoire tant attendue et importante au second tour. Aujourd'hui, c'est ici derrière moi, au Conseil régional, que les choses sont en train de se dessiner. François Bonneau, le candidat PS, espère une fusion pour une liste rouge, vert et rose pour dimanche prochain. Hervé Novelli, le candidat UMP, n'a pas de réserve de voix. Le second tour s'annonce pour lui plus difficile. Et je vous le disais, donc pas tant de morts dans cette campagne. Dès ce matin, Valérie Pécresse a reçu le soutien du Premier ministre qui a appelé au rassemblement derrière la tête de liste UMP, François Fillon, et la candidate UMP se sont affichés ensemble, vous le voyez, ce matin à Sèvres. Écoutez. En Ile-de-France, la vérité, c'est que c'est Valérie Pécresse et sa liste qui sont en tête, et pas le président sortant, M. Huchon, qui après 2 mandats ne fait finalement qu'un score très décevant. Eh bien, il faut que ces électeurs-là, c'est un francilien sur 2 qui ne sont pas allés voter, ils viennent voter dimanche prochain s'ils veulent que leur région bouge. Et nous a rejoint en plateau Anita Hausser, éditorialiste pour LCP. Anita, si on se projette un tout petit peu, comment le président de la République, Nicolas Sarkozy, peut tenir compte de ce qui est en train de se passer dans ces élections régionales? On parle de retour aux fondamentaux de la droite. De quoi s'agit-il? Écoutez, je ne peux pas vous parler de retour aux fondamentaux parce que je crois que pour le moment, Nicolas Sarkozy est dans le présent. Il a nous réuni la majorité ce matin. Effectivement, le mot d'ordre, c'était « mobilisez-vous ». Il a d'ailleurs dû un peu regonfler les troupes dont le moral était, paraît-il, un peu bas. Alors, il a aussi expliqué, là c'est presque une question de déni, que l'abstention ne signifie pas vote sanction, parce qu'en fait, il veut absolument limiter la casse au deuxième tour. Il a déclaré qu'il ne se sent pas désavoué par ce vote et il a expliqué que ceux qui assumaient leur sarkozysme, c'est-à-dire ils pensaient à Alain Joyandet, s'en sortaient plutôt bien, à l'inverse de ceux qui se cachaient un peu derrière leurs petits doigts pendant cette campagne. Et puis il a lancé une forme d'admonestation en disant « je sais bien qui a beaucoup travaillé, je m'en souviendrai ». Alors pour l'heure, personne ne veut parler de la suite, mais autour de lui, on y pense beaucoup. Ils se
se murmure par exemple que Xavier Bertrand, s'il reste à la tête de l'UMP, voudrait avoir les coudées un peu plus franches, que Brice Hortefeux voudrait lui s'impliquer encore davantage à l'UMP. Le remaniement, on n'en parle pas, mais tout le monde y pense. Et comme vous le laissiez entendre, je crois que la dernière partie du quinquennat s'avère assez compliquée pour Nicolas Sarkozy. Merci Anita. Et également avec nous sur ce plateau Frédéric Dabi. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes directeur du département opinion chez l'IFOP. Frédéric, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, au lendemain du premier tour, d'une recomposition de manière générale du paysage politique français? Est-ce qu'il y a des forces nouvelles qui sont apparues et d'autres qui ont disparu? Bah oui, c'est vrai que lorsqu'on regarde le rapport de force électorale, on a quand même de très forts mouvements. On a les forces de gauche, hors extrême gauche, qui progresse de 10 points par rapport aux élections régionales de 2004. Et je rebondis sur ce que vient de dire Anita Hausser. Il y a quand même une sanction très forte de la droite parlementaire, 28-29%. Je crois que c'est le score le plus faible sous la 5e République. C'est 5 ou 6 points de moins de ce qu'avait eu la droite parlementaire aux élections régionales de 2004, qui pourtant n'avait pas été un très bon cru. Des forces qui disparaissent, c'est peut-être un petit peu trop pour le dire. C'est vrai que l'espoir du MoDem de faire rejoindre les hommes et les femmes des deux rives et de faire un et gauche et droite, de pouvoir créer une sorte de recomposition au centre-gauche, au centre-droit, maintenant en fait apparaît très fortement fragilisé. On a des forces qui en revanche confirment leur poussée des élections européennes. On n'a pas assez parlé, mais le Front de gauche devient maintenant le leader de la gauche radicale. C'est quand même 10 points si on compte l'extrême gauche, les LO-NPA. On a aussi Europe Écologie qui ne confirme pas complètement son score des élections européennes, mais qui s'installe comme deuxième force de la gauche. Est-ce que c'est une nouvelle gauche plurielle, moderne du XXIe siècle, avec un parti socialiste fort, Europe Écologie maintenant leader devant en fait, le Front de gauche? L'avenir le dira, mais c'est vrai que dès le 22 mars, on aura peut-être basculé dans la pré-campagne présidentielle. L'avenir est donc à court terme. Merci beaucoup Frédéric, et merci à tous. Merci Sonia, merci à tous les cadres d'avoir participé à cette émission spéciale. Merci à vous de l'avoir regardé. Rendez-vous ce soir 20h30 pour une nouvelle tranche d'informations spéciales régionales avec Arnaud Ardouin et Lucie Mutin. D'ici là, très bonne journée sur LCP et Public Sénat. Au revoir.